Salut à tous, épisode 18 avec la Deceuninck Quick Step. Je vous promets quelques petites surprises dans cet épisode où je vous présenterai le Tour du Benelux et puis aussi la dernière partie de Vuelta, la 3e semaine, faut quand même pas l'oublier celle-là. Il y avait des choses qui se profilaient à l'horizon avec Remco et son joli maillot rouge, mais peut-être que des choses peuvent basculer. En attendant, première partie de cette vidéo, c'est le Tour du Benelux. Alors, on a une jolie équipe autour de Casper Asgreen, évidemment, et du sprinter Davide Ballerini. Julien Lafilippe, ni présent sur le Benelux, ni présent sur la Vuelta, se repose. Il faut dire qu'il était épuisé après le Tour de France et les enchaînements qu'il avait eu auparavant. Et ça va être un bon petit concours de sprint. Et ça, c'est vrai que c'est une spécialité maison avec cette équipe de Deceuninck Quick Step, de préparer comme ça des sprints. Lampart qui lance l'avant-dernier lanceur, c'est-à-dire Stybar, voilà, Stybar qui lâche ici. Et ensuite, c'est évidemment Florian Sénéchal qui est chargé de mettre sur orbite le sprinter de la maison. Alors, c'est vrai que là, il fait un peu le mariole, Ballerini. Il le lui prend un peu. On bosse pour le patron. Donc à partir de là, oui, ça fait partie. Je crois qu'en fait, allez, pour élargir un peu le sujet, sur PCM depuis peut-être 4, je dirais 4, PCM 18, depuis 4 versions de PCM, j'ai tendance à formuler l'hypothèse suivante. Vous me direz ce que vous en pensez. L'IA, le jeu, appelons-le comme on veut, l'adversité gérée par le jeu, ne gère pas bien du tout, bien souvent, le premier sprint sur une course par étape World Tour. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, qui est assez récurrent. J'ai souvent remarqué, par exemple, sur des Paris-Nice, que le premier sprint, on pouvait le piquer, voire même le prendre un peu sur quelque chose d'un peu surprenant. Vous voyez, un phénomène qui nous surprend. Et pas seulement. Franchement, je l'ai déjà vu à pas mal d'endroits. Et là, je trouvais que c'était limite la petite explication que j'avais à fournir sur le fait que les meilleurs sprinteurs présents n'aient pas pu quand même concurrencer un petit peu mieux Davide Ballerini et qu'on ait comme ça fait un doublé sur cette première étape. La deuxième étape, on voit les coureurs qui viennent de se préparer. C'est un contre-la-montre par équipe. Là-dessus, on n'est pas ridicule non plus, même si on n'a pas, peut-être sur le papier, les tout meilleurs de l'exercice dans l'équipe, mais on est pas mal sur ce type d'exercice-là. Chez Deceuninck Quick Step, c'est limite l'ADN, fait partie de l'ADN de l'équipe avec le sprint, par exemple. Donc, Lampart n'est pas un mauvais rouleur, loin s'en faut. Sénéchal peut-être un petit peu moins flagrant. Ballerini, ça n'est pas non plus sa spécialité. En revanche, sur des courts contre la montre par équipe comme celui-ci, moins d'une dizaine de kilomètres, il n'est pas non plus nul, loin s'en faut. Asgreen, c'est quand même une valeur sûre. Et puis c'est comme ça qu'en fait on va réussir à prendre un temps tout à fait raisonnable. Quasiment aucun écart n'a été fait entre, vous voyez, 6 équipes, 7 équipes même. On est autour de la dizaine de secondes maximum. Pas de modification particulière au classement général, puisque la bonification du premier jour de Ballerini, avec sa victoire au sprint, le met en tête, encore une fois, du général, après ce contre-la-montre remporté par Ineos Grenadier. Et donc on aborde l'étape 3, qui a tout lieu de nous laisser penser à un sprint massif, là encore, pour conclure l'étape. Alors, est-ce que on aura cette fois-ci peut-être un petit peu plus d'opposition? On s'aperçoit que des équipes roulent, elles sont intéressées. Alors voilà, vous avez la team UAE qui a quelqu'un pour le sprint. On a également entreaperçu la Bora Hansgrohe ou bien la Lotto Soudal de Caleb Ewan. Donc il y a du petit monde quand même qui peut postuler à une victoire. C'est pour ça qu'on va essayer de se préparer proprement.
même dans les 20 derniers, on peut commencer à se permettre de rouler. Hein. Cette équipe, évidemment, je peux pas me le permettre avec Gazprom quand j'aborde ces scénarios de fin d'étape comme ça, promis aux sprinters. Je suis obligé de sortir un petit peu plus loin, hein, donc plus proche de l'arrivée. Mais là, avec les amis de Koenig Quick-Step, vous voyez là le travail de Lampart l'avant-veille est assuré par Asgreen, qui va ensuite permettre à Stibby de lancer. Ah, voilà, un peu plus d'adversité. Regardez, ça va être tendu ici. On va avoir beaucoup de mal à aller chercher celui-là. Beaucoup de mal ici. Ballerini lâché au tout dernier moment qui vient. Oh là là, coiffé au poteau. Caleb Ewan. Le coup est passé près. On a failli se faire surprendre. Van Aert n'a pas non plus démérité sur ce sprint-là. Nizzolo également s'est placé. Bref, c'était un sprint qui était déjà un petit peu plus réaliste. Pauvre Ewan qui commençait à célébrer en vérité, qui se fait passer sur la ligne. Sonny Colbrelli, Mats Pedersen, ah oui, un client, hein. Ce Mats Pedersen, on risque de le retrouver un petit peu plus loin. Donc évidemment, au général, consolidation du maillot de leader pour Davide Ballerini, hein, sans grosse surprise. Regardons bien, voilà, je vous ai fait un micro ralenti là, sur la toute fin. C'est très net, hein, le passage de Ballerini sur la ligne. Ce sera un peu le thème de cet épisode. Ce seront des arrivées au sprint, parfois litigieuses. Vous allez voir, j'en dis pas plus, mais c'était assez marrant. Gros thème de l'épisode que les arrivées au sprint sur cette version-là de Pro Cycling Manager. On s'amusera à essayer de formuler des hypothèses. On a déjà parlé avec certains phénomènes qu'on connaît déjà, hein, les habitués de Pro Cycling Manager. On va en parler un petit peu plus loin. Pour l'instant, c'est encore une fois un sprint qui s'annonce. On est à moins de 15 km de l'arrivée et il est peut-être temps de faire parler la machine Asgreen avec Stybar, Sénéchal, Ballerini. Tout est de savoir à quel moment on va lâcher notre sprinter vedette. Stybar, Sénéchal, il faut toujours faire gaffe au virage, hein, dans ces cas-là. Il n'y a pas de virage vraiment significatif sur ce coup-là. Victoire relativement nette devant Alexander Kristoff, Thomas Pidcock, Ewan, notamment Van Aert, Matthews, Trentin, etc., Wendell, pour Davide Ballerini qui s'impose ainsi une troisième fois. Ça peut paraître lassant. Moi, je ressens une excitation à chaque fois que je prépare un sprint. Donc, à jouer, c'est kiffant. À regarder, je sais pas. Est-ce que ça manque de suspense ? Je peux pas le commenter ça parce que c'est pas du tout un ressenti que je peux avoir. En tout cas, je peux juste vous dire un truc, c'est que quand j'aborde un sprint comme ça avec ce genre d'équipe là, j'ai une grosse pression. En fait, je me mets une énorme pression parce que je sais qu'en fait, tout autre résultat qu'une victoire sur ce type d'étape là serait déjà une forme de contre-performance en fait. On a tout en magasin pour les prendre, hein, ces étapes-là. Allez, l'étape 5, vous voyez, est un petit peu plus accidentée. Elle pourrait peut-être comporter des petites surprises. C'est pour ça qu'en fait, je fais rouler parce que je veux maîtriser l'échappée. Cette fois-ci, on a donc besoin de s'employer pour notamment défendre le maillot de leader, puisqu'il est solidement installé sur les épaules de Ballerini, mais moi, après, j'ai plutôt en tête tout de même étape 7 avec des pavés, etc., sur laquelle éventuellement Kasper Asgreen pourrait faire une différence et qui sait, peut-être un mano à mano avec Wout van Aert, ce genre de choses, voire même Thomas Pidcock, hein, qui sait. Donc voilà, c'est plutôt ce type de choses que j'ai en tête. On regrettera l'absence de Van der Poel sur ce Tour du Benelux pour l'intérêt de la course, mais il y a toujours des raisons, hein, notamment les planifications. Van der Poel, on va le retrouver, je pense, d'ici à la fin de saison sur certaines classiques peut-être.
En tout cas, voilà, on a dû beaucoup rouler, beaucoup s'employer sur cette étape 5, contrairement aux précédentes, où on avait été relativement tranquille, parce que le travail était relativement partagé, et permettre de bosser un petit peu maintenant pour mettre Ballerini dans les meilleures conditions. On connaît le final qui est un petit peu accidenté, je dirais. Lutsenko ici, qui essaye de sortir, je crois qu'il est en compagnie de l'illustre Vincenzo Nibali, qui seront associés tous les deux l'année prochaine. Ça me fait tellement plaisir de voir Nibali revenir chez Astana. Allez, c'est parti. Il y a eu quand même un tri de fait dans le final de cette étape-là. On va essayer, là encore, de mettre sur orbite Ballerini, Sénéchal. Allez, flamme rouge, c'est parti. Ouh là là, ça va être tendu ici, ça va être très tendu. Allez, incroyable mais vrai. Ballerini qui saute Nizzolo sur la ligne. Et puis là, si on veut pas... Ah ouais, il y a Aranburu aussi qui est présent. C'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Alex Aranburu. Incroyable ralenti. Regardez-moi ça. C'est juste frappant de se dire que on comprend pas en fait. On comprend pas du tout. Alors j'ai essayé de vous isoler une image là. Honnêtement, je ne comprends pas a priori comment cette victoire a pu aller à Davide Ballerini. Pour moi, Nizzolo franchit la ligne avant. En tout cas, si l'on considère la petite ligne noire qui est entre les grosses lignes blanches, les deux grosses lignes blanches de la ligne matérialisant l'arrivée, vous voyez. Ici, honnêtement, il passe avant, quoi. Nizzolo franchit avant et Davide Ballerini juste après. Donc, j'avance une petite explication qui vaut ce qu'elle vaut. Soit c'est la mafia de Koenig Quick-Step, donc auquel cas je me frotte les mains d'être à la tête de cette mafia, au moins virtuellement, et sinon de manière plus sérieuse par rapport à PCM et la modélisation des arrivées, tout simplement une histoire de ligne d'arrivée qui serait un poil décalée par rapport à la ligne d'arrivée réelle pour le jeu. Là, peut-être 50 cm ou 1 mètre suffirait simplement à ce qu'on puisse expliquer la différence entre le visuel pour franchir la ligne et le résultat. Et le résultat, donc, c'est la petite chose que j'avance. Regardez, attention, une échappée à 29, ça n'est jamais une bonne chose sur Pro Cycling Manager quand il y a encore autant de kilomètres. Là encore, on va devoir s'employer sur cette étape-là. Mine de rien, c'est pas forcément gagné. J'ai essayé de faire l'effort. Après, une fois qu'on a initié l'effort, ce qui est bien, c'est qu'on est aidé par quelques équipes qui sont très intéressées à la fois par l'étape et ou par le général. C'est ainsi que Jumbo-Visma nous a donné un petit coup de main, que Lotto Soudal également nous en a donné un, et la liste n'est pas exhaustive. Après, voilà, petit regroupement, mais au moins, une échappée à 4 représente un moindre danger par rapport à une échappée de 29 coureurs, qui, si on lui laisse 5-6 minutes, comme ça commençait limite à être la tendance avant que je ne décide de rouler, heureusement on s'est réveillé assez vite, peut vraiment aller au bout, par contre. Sur ce genre d'étape-là, ça aurait voulu dire restructuration du général, de gros doutes sur la possibilité réelle de s'imposer au cours de l'étape 7, qui n'est pas donnée non plus, qui est en plus assez difficile parce qu'il y a de gros spécialistes de pavés qui sont alignés sur la course, et ça pourrait générer des défaillances, même vis-à-vis de quelqu'un comme Van Avermaet ou Nassen, du côté d'AG2R Citroën. Allez, ici c'est Thibaut Pinot qui se fait lâcher par quel Valgren. Oui, au passage, on pourra quand même s'interroger sur la présence de Thibaut Pinot sur le Tour du Benelux. J'avoue que l'erreur de casting est tout de même relativement frappante. Allez, on passe à autre chose. G2R Citroën qui roule ici assez activement pour l'un de ces deux leaders belges, très très probablement. Tige Benoît, encore chez DSM ici. Où va-t-il signer l'année d'après ? En tout cas,
je résiste aux 1000 ou 1500 pétitions, signataires de la pétition, qui me demandent tous d'aller prendre Benoît pour l'associer à Van Aert et proposer du Jumbo-Visma. Alors je plaisante évidemment en disant ça. Non, je ne craquerai pas, je n'irai pas sauver Tige Benoît, puisqu'il est déjà sauvé, je pense, en ayant signé dans cette équipe. Et d'ailleurs, au passage, j'ai très 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 hâte de voir ce que l'association avec Wout van Aert pourrait donner, et aussi avec Christophe Laporte, puisqu'on a là 3 gars qui peuvent s'associer et peut-être donner des surfroides à certains rivaux. En tout cas, ce serait une plus-value pour Van Aert, hein, indéniablement, dans ses luttes à venir avec les Van der Poel, Pidcock et consorts. Finale de cette étape, vous voyez que là encore le groupe de prétendants à la victoire d'étape s'est considérablement réduit, et après quelques tentatives un peu étranges, notamment celle de Bilbao juste avant, allez, on va essayer de positionner Asgreen. Ballerini, on le voit pas trop parce qu'en fait je l'ai calé dans une roue. Voilà, je l'ai calé dans une roue et on va le faire partir ici. Il y a peut-être moyen d'aller voler cette victoire d'étape si on se débrouille bien. Non. Indiscutablement victoire de Wout van Aert. Ballerini vient quand même prendre les bonifications associées à la 2e place, ce qui lui permet de conserver un petit matelas fort sympathique avant l'étape 7 de ce Tour du Benelux. Donc Van Aert, hein, sur la droite de la route, imparable, le plus fort. Et là, pour le coup, il n'y a rien de plus logique que de voir Wout van Aert s'imposer sur une étape comme celle-ci. On est bien battu. Asgreen n'aura pas non plus été ridicule. On va voir surtout le général avant l'étape, voilà, suivante. Attention à 2+, au cas où, mais on est quand même placé. Il y a de bonnes chances de penser qu'un Deceuninck Quickstep pourrait lever les bras, au moins pour le classement général à l'issue de l'étape 7. Attention tout de même aux coups de Trafalgar et aux malchances qui peuvent toujours survenir. Là encore, je mets quelqu'un à rouler, c'est Ilio Keisse qui va être comme ça un de nos rôles toujours, hein, dans cette équipe. Ilio Keisse qui une sorte pour moi de c'est un métronome, quoi. Le gars est capable de tenir tellement longtemps, exceptionnel, hein, exceptionnel coureur, exceptionnel équipier en tout cas, que j'aime beaucoup. Regardez, attention, premier passage au mur, et là il va se passer quelque chose de très très important, puisque c'est une petite crevaison, voilà, crevaison de Kasper Asgreen. Et alors là, mine de rien, ça rigole pas, parce que crevaison à cet endroit-là veut peut-être dire de gros problèmes à venir. Alors Ballerini a un petit peu subi il s'est fait un peu tasser, etc. Mais rien de bien dramatique pour Ballerini, qui doit quand même essayer de rentrer sur le groupe devant, hein. Mais Asgreen, en revanche, c'est très compliqué pour lui. Il est désormais distancé. Il y a plusieurs groupes comme ça qui se sont constitués, et dans ces groupes, il y a des collaborations. Alors, par exemple, Stybar et Peter Seri ne doivent absolument pas collaborer avec Laurens de Plus, qui est virtuellement vainqueur du général. À la seconde où je parle, il faut absolument s'arrêter de rouler, voilà, c'est fait, et s'assurer avec Sénéchal, par exemple, ou Lampart, du fait que Ballerini puisse rentrer sur Laurens de Plus et quelque part contrôler un peu la course à ce moment-là. Qu'en est-il à ce moment-là de Kasper Asgreen ? Eh bien, on va faire attendre Stybar et Seri. Ils vont attendre Kasper Asgreen, parce que quand même, ce serait pas mal de le faire rentrer sur l'avant de la course, si toutefois c'est possible. Deuxième passage au mur. Encore une fois, on essaie de se porter à l'avant, évidemment, hein, pour éviter les cassures, pour éviter les surprises. On sait que c'est tellement difficile ici, il peut y avoir de grosses cassures. Et là, on se prend... Et ouais, le malheur de PCM sur ces endroits-là, c'est-à-dire que vous vous faites
irrémédiablement freiné par des gars qui sont en train de lâcher, en fait, qui sont limite en défaillance. Et c'est comme ça qu'en fait, oh là là, crevaison de Ballerini. Alors là, par contre, c'est un sale coup. Ballerini qui se retrouve dans le groupe juste derrière. Lorenz de Plus est à nouveau virtuellement vainqueur de ce Tour du Benelux. Eh bien non, parce qu'il y a quand même Lampart encore qui est à l'avant. Donc, allez, on a encore une possibilité de prendre ce général, mais pour Asgreen, c'est fini. Hein. Pour Asgreen, ça sent très très mauvais. On a un retard qui va être très très difficile à combler. Allez. Il faut s'accrocher. Vous voyez, Ballerini a réussi à rentrer. Fort heureusement, il est rentré. Sénéchal, Lampart pour le seconder. Mais grosse menace. Grosse menace sur Ballerini qui n'est pas loin de lâcher à ce moment-là. Heureusement, dans les derniers kilomètres, il ne se fera pas lâcher. Donc pouvoir sprinter ici à la fin pour être dans le même groupe que Lorenz de Plus, pendant qu'Oliver Nassen, qui est sorti un petit peu avant, qui avait repris ou qui était sorti avec Valgren, je me souviens plus exactement, vient lever les bras sur la ligne. Donc ça va, je veux dire, Citroën aura été récompensé quelque part de leur jolie contribution à la course. Asgreen aura donc été dans l'incapacité totale de récupérer son retard sur crevaison au premier passage du mur, et Ballerini va donc s'adjuger le général. Ça paraît incroyable comme scénario. Après, Ballerini, quelqu'un qui passe relativement bien sur les pavés. En tout cas, il en a fait la démonstration en 2021 IRL. Donc, je vois pas non plus de scandale absolu à ce qu'il ait tenu sur cette étape-là. Il aurait peut-être manqué une étape très vallonnée. Donc, il aurait fallu peut-être rencontrer un autre variant que celui-ci pour voir un Ballerini en difficulté. Mais ça ne paraît pas, en tout cas, immérité non plus sur ce coup-là. Il avait brillé sur le Giro, où il avait été le sprinter numéro 1. Il avait été bon sur Paris-Nice. Il avait été chercher ses étapes en Catalogne, ainsi qu'en Pologne. Et il brille ici sur le Big Bang Tour. Il avait pris Omloop également, comme dans la réalité d'ailleurs. C'est une saison en tout cas brillante pour Davide Ballerini. Ici, voilà, Omloop. Il y a même une petite étape sur le Tour des Alpes que j'avais simulé de mémoire. Ça n'était pas moi qui l'avais joué. Voilà. Voilà donc le Tour du Benelux. C'est fini. Vuelta pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors, sur la Vuelta, on avait eu comme ça Kenny Elissonde qui avait fait chuter Primož Roglič, ce qui avait donné beaucoup de retard aux Slovènes. C'était un petit peu avant l'étape 15 qu'on avait eu ce scénario absolument incroyable qui plaçait Remco en tête de la Vuelta avec 1 minute sur Almeida qui en plus ne se sent peut-être pas très bien. Voilà, petit rhume pour Almeida. Et donc toute la question, savoir si Remco va tenir jusqu'au bout ou si quelque chose va encore arriver. On a vu que le Roglič version Vuelta 2021 là dans la partie était terriblement fort, mais on n'est pas non plus inquiet outre mesure quand on connaît le niveau de Almeida 2021 là sur cette saison. Almeida qui est vraiment exceptionnel sur la saison en cours. La question pour cette étape 16 tout de suite, c'est est-ce qu'on va réussir à emmener Jakobsen éventuellement ou Hodge au sprint, ou est-ce qu'on va se faire lâcher avant, car Jakobsen est dans un très très mauvais jour, et quant au Colombien Hodge, il est peut-être aussi en difficulté avant la toute dernière bosse du jour. Pas évident, à voir. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être tenter quelque chose avec Bagioli ou avec Knox? Pourquoi pas. Attention, ça sort ici dans la dernière difficulté.
c'est Chavez qui a réussi à sortir. Cavagna, en énorme rôle toujours qu'il est, essaye de permettre à tout le monde de rentrer, mais quelque part je me dis que je suis en train peut-être de faire le boulot pour les autres, car Hodge ne pourra pas sprinter. Ça voudrait dire un sprint de Bagioli éventuellement. Ouais, enfin, pour pouvoir sprinter, il faudrait en avoir les jambes, et il faudrait peut-être s'y être pris à temps. Ça ne sera pas le cas ici. Victoire d'Esteban Chavez, qui est donc sorti au très bon moment dans cette dernière difficulté du jour. On notera la 4e jolie place de Peter Sagan, et une équipe de Koenig Quick-Step un petit peu aux abonnés absents sur cette étape-là. Jacobsen n'est pas mon premier choix de sprinter, clairement, sur cette saison-là, avec cette équipe. Je l'ai quand même re-signé, je vous avais montré mes transferts. J'ai quand même re-signé Jacobsen, parce que je pense qu'en deuxième option, derrière Ballerini, il peut être un sprinter très très performant. Mais là, c'était dans un mauvais jour. Il faut dire que nos pics de forme, vous voyez, celui de Remco est terminé, celui d'Almeida est en train de se terminer, et puis celui de Jacobsen, il est déjà terminé depuis un certain temps, ce qui explique des formes peut-être un petit peu plus mauvaises, et bon bah ça fait partie du jeu. La planification était un vrai défi sur l'opus 2021 de PCM. Je peux pas me vanter d'avoir fait une planification idéale pour chacun des coureurs. Alors là, c'est loin d'être le cas. Je pense que sur certains, j'ai commis des erreurs. J'ai aussi fait des tests. Et par exemple, les petites différences que j'avais testées entre Remco et Almeida tendent à prouver qu'il était meilleur de prendre le programme d'Almeida que celui de Remco. Pourtant, les deux partaient, on va dire, sur la même ligne à l'issue du Giro, puisqu'ils avaient plus ou moins un programme équivalent. J'avais juste pas placé la coupure au même endroit pour les deux, parce qu'en fait je voulais savoir ce qui marchait le mieux dans une saison, par exemple, où on fait je ne sais plus si c'était Tirreno ou Paris-Nice, la première course, je crois que c'était Paris-Nice pour ces coureurs-là. Dans une saison où vous définissez vos 3 objectifs sur Paris-Nice, Giro, Vuelta, quel est le meilleur programme des deux? Indéniablement, celui d'Almeida était meilleur, et pourtant la différence était très 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 mince entre les deux. Ça se joue à une semaine de coupure de décalage entre les deux, et patatras. Regardez, voilà, j'ai juste le temps de finir mon propos pour constater la chute de Remco Evenepoel en compagnie de Cavagna, avec Jacobsen qui rentre sur les deux malheureux du jour. Donc très très mauvaise nouvelle que cette chute. Qu'est-ce qu'on fait? On a Remco qui est loin. Il a, vous voyez, pas loin des 3 minutes, enfin 2:30 on va dire. 2:30 sur le peloton. Alors c'est jamais vraiment 2 minutes 30, puisque c'est entre l'arrière du peloton et le groupe Evenepoel, il n'y a pas du tout ce temps-là. Regardez, ici on va réussir à recoller. Cavagna va-t-il faire remonter Remco Evenepoel? Qu'est-ce que c'est difficile. Toujours le même écueil qu'on va se prendre. On va subir quelque chose de terrible. C'est on reprend des attardés en fait. On reprend des attardés, et après on est freiné. Bref, l'histoire on la connaît. C'est exactement la même injustice quelque part que celle que Roglic avait subie suite à sa chute un petit peu plus tôt dans cette Vuelta. Donc forme de rééquilibrage quelque part. Remco ne fait que vivre ce que Roglic avait déjà subi, à savoir devoir maintenant se débrouiller. En plus, ça commence par une descente quasiment, descente qui n'est pas le point fort de notre cher Remco Evenepoel. Devant, écoutez, je fais aucun effort. On a abandonné l'étape depuis bien longtemps. L'objectif n'est pas de faire le moindre écart. On a même renvoyé Bagioli à l'arrière pour voir
s'il ne pourrait pas aider éventuellement Remco à recoller sur le groupe. Chute de Sam Omen en passant. Allez, c'est pas fini. Remco va peut-être le faire. Il va falloir être très très fort pour arriver à reprendre suffisamment de temps pour pouvoir terminer à moins d'1 minute d'Almeida, qui par contre lui n'a aucune raison de freiner. On va pas non plus se relever, parce que ce serait la porte ouverte à laisser Carapaz, Roglic, Landa, Jack Haig et tout donc les poursuivants au général se replacer. On voit que Jumbo-Visma roule. Ça c'est cruel. Attaque de Carapaz et de Primož Roglic à 8 km de l'arrivée. Qu'est-ce qu'on fait ? On est dans l'impossibilité de faire autre chose que demander à Almeida de faire un petit effort curseur pour essayer d'aller nous reprendre tout ça, indéniablement. Puis derrière, peut-être eu un laps de temps sur lequel Bagioli n'avait plus d'énergie et où Remco, le pauvre, était dans la route de quelqu'un qui n'avait plus d'énergie, mais ça n'a pas duré bien longtemps. De toute façon, j'étais obligé de m'occuper d'Almeida. Bref, toujours un petit peu ce dilemme à des moments de deux choses très très importantes qui se passent exactement au même moment. Que fait-on dans ces cas-là ? En l'occurrence, on a essayé quand même de privilégier la fin de cette Vuelta, à savoir très très temporairement s'occuper d'Almeida, qui va reprendre ici peut-être Primož Roglic qui sprint. Allez Almeida, il faut terminer sans perdre trop de temps si possible. Davide Formolo s'était imposé il y a bien longtemps dans cette étape-là. La ligne est franchie. Certains ont craqué. On pensera à Carapaz notamment, qui n'a pas tenu son rang sur cette étape-là. Et la grosse douleur avec plus de 4 minutes de retard sur Roglic. La grosse douleur évidemment est pour Remco Evenepoel. On est même à 5 minutes là. 5 minutes perdues par Remco. Un mauvais jour à cause surtout d'une mauvaise chute et donc à l'espèce de petit syndrome là qui se reproduit. Le 64 en descente qui fait très très mal. Ce sera un vrai défi que d'arriver à gagner un grand tour avec Remco. Rien que ça nécessite une saison supplémentaire en vérité. L'objectif que je vais me fixer, ce sera vraiment d'essayer d'aller... le plus beau, ce serait d'aller chercher un Giro, je trouve. Quel que soit le parcours, peu importe en fait, quel que soit le profil. Aller chercher un Giro en mettant une équipe cohérente autour. Et voilà, ce sera vraiment le défi 2022 de cette carrière. Ce sera gagner un grand tour avec Remco. Puis il y aura le côté un peu paillette et beaucoup plus brillant, je dirais, qui sera est-ce que Almeida peut aller taper Pogačar et compagnie sur le Tour de France. Donc voilà, ça me donne des envies de continuer cette partie qui n'a pas avancé très rapidement jusque-là, il faut quand même le reconnaître, mais on fait ce qu'on peut. On verra bien. Il y a une échappée ensuite ici qui se développe avec des clients, quelques clients à l'avant. On est là encore sur une étape qui termine en altitude, donc on va surveiller Roglic. Le général, vous l'avez aperçu, je l'ai pas des masses commenté. On a Almeida qui est leader avec près de 4 minutes d'avance sur Remco, sur Primož Roglic. C'est pour ainsi dire ficelé, parce que là je ne sais même plus si une chute d'Almeida pourrait l'empêcher de s'imposer. Après, tout peut encore arriver, on le sait. PCM peut nous réserver des surprises. Après tout, Roglic a connu sa chute et Remco a connu la sienne. Pourquoi pas Almeida ? Le problème, c'est qu'Almeida, il a une meilleure note de descente, quoi. Et je n'ai pas souvenir d'avoir chuté une seule fois avec Almeida dans cette partie. Donc, alors qu'avec Remco, j'en ai déjà eu une ou deux. Et bon, il y a un petit passif, quoi. Cavagna qui nous fait un véritable numéro. Parce que si vous avez suivi le petit montage, il roule depuis
presque 100 bornes. Il a roulé très très longtemps l'ami Cavagna, peut-être même plus de 100 km quasiment en tête de peloton. Une machine absolue ce Rémi Cavagna. À voir un peu ce que ça peut donner. Là, je joue un peu la défensive. Vous voyez, on a laissé échapper, se développer. Pas question de se flinguer et de se priver d'équipiers dans le final. En fait, il faut absolument essayer de défendre nos positions. Je joue de manière un petit peu plus défensive cette étape-là, en espérant que ça fonctionnera. Donc, hommage à toi, Rémi. Il lâche à un peu moins de 30 bornes de l'arrivée après un travail monumental. Les Jumbo-Visma et les Ineos Grenadiers s'emploient à ce moment-là pour il y a de la victoire d'étape dans l'air. Je ne sais pas en fait, parce que cette ascension-là, est-ce qu'on peut en 20 bornes reprendre 8 ? Il y avait 8 avant, il y a 9,30, il y a 9 minutes à peu près là. Il faudrait vraiment mettre un énorme rythme pour reprendre les hommes de tête. Et ça n'en prend pas le chemin, vous voyez, à 10 km de l'arrivée. On a bien compris que non, la victoire elle est devant. Elle est pour quelqu'un qui s'est échappé. Par contre, il va y avoir une course à 2 niveaux, avec également les favoris ici qui essayent de s'expliquer. Encore une fois, j'essaye de protéger Remco en ne le flinguant pas, parce que Almeida a énormément de barres en vérité, il est encore capable de faire de gros efforts. Je ne veux pas en rajouter. J'aurais aimé que Remco puisse rester bien au chaud dans la roue de Jean Almeida, et c'est pas forcément gagné. Regardez Remco ici, on a compris, on est obligé de le sacrifier. Almeida va donc s'en aller. La question aussi, c'est de voir si Roglic et Carapaz vont être au diapason d'Almeida, et donc dans les tout derniers kilomètres, je vais un petit peu m'amuser à voir si Almeida ne pourrait pas... Alors, si Remco revient, on lui laisse une chance. Il est hors de question de faire perdre du temps délibérément à Remco Evenepoel, sauf si il n'a plus rien, quoi. Voilà, il n'a plus rien. On va donc considérer que Remco s'est mué en équipier pour la toute fin de cette Vuelta. Almeida est-il plus fort que Carapaz et Roglic en cette fin de Vuelta ? Oui, nettement. Roglic perd du terrain sur Almeida, qui, vous verrez ensuite, va se débarrasser de Carapaz. Reprendre ou pas reprendre Jack Haig, pendant que Nance Peters a levé les bras sur la ligne. Non, pas reprendre Jack Haig. Tout de même du bon Jack Haig ici, sur l'étape 18. Et de vrais pourcentages ébouriffants. Enfin, c'est quand même une somptueuse étape. De toute façon, moi j'ai bien aimé cette Vuelta 2021. J'avais trouvé qu'elle était jolie à voir. C'était un bon moment. Et voilà, donc, classement général, a priori, est ficelé sur cette étape-là. Remco n'arrivera pas bien longtemps après Primož Roglic, ce qui suffira tout de même à glisser un petit peu au général. Et hommage au meilleur ami de Zacharine, Nance Peters, voilà, qui vient chercher ici une somptueuse victoire au sommet Alto del Gamoniteiro, et Almeida cette fois-ci 5,40 sur Carapaz. Remco dans le mouchoir de poche vis-à-vis de Roglic notamment, 3e place encore envisageable. Carapaz peut-être 2e, on verra s'il maintient ça. Il y a une étape 19 encore à disputer. Alors est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher un sprint, ou est-ce qu'on est trop fatigué et désormais hors du coup même pour ces arrivées-là? Tout dépend de la sélection en début d'étape, parce que c'est quand même assez accidenté. Tout dépend aussi de notre capacité à maintenir un petit rythme et à faire en sorte que nos sprinteurs ne lâchent pas.
Pour Hodge, c'est raté pour Hodge, mais peut-être Jakobsen peut-il s'accrocher. On verra bien ce que ça peut donner. Et si dans le final il y a moyen, il essaiera de faire le nécessaire pour que Fabio Jakobsen puisse en gagner une dans cet épisode, dans cette fin de Vuelta. Je roule, vous voyez, mais modéré, quoi. Très très modéré à 65. C'est juste histoire de contrôler cette échappée dans laquelle il y a Demarchi et Pozzovivo. Et échapper à deux ne fait pas peur, en fait. Une échappée à deux mecs, on ressent pas le besoin d'accélérer spécialement. On a juste envie de contrôler très très calmement. Et d'ailleurs, les pauvres ne tarderont pas à être repris à un petit peu moins de 30 km de l'arrivée. Et là, on voit que Jakobsen a encore de la barre. On peut donc se permettre de rouler. On va pouvoir se permettre d'accélérer de manière progressive. Voilà, surtout que maintenant, il n'y a plus de difficulté avant la ligne d'arrivée. 15 km encore. On va pouvoir bien accélérer pour essayer de positionner Jakobsen le mieux possible. On va le mettre derrière un train Bagioli-Knox avec un joli boulot de Remco pour essayer de nous fatiguer un petit peu tout le monde. Allez, c'est parti, Bagioli. Kevin Knox ensuite. Ah, peut-être zapper l'étape Knox. Regardez, Jakobsen va-t-il s'imposer? Ah, il est battu. Eh bien non. Incroyable. Bis repetita par rapport au truc que je vous ai montré tout à l'heure sur le Tour du Benelux entre Ballerini et Nizzolo. Ici, c'est juste impossible à expliquer. Ouais, Hodge a été victime d'une chute. Il s'est tapé toute l'étape tout seul, le pauvre. C'était affligeant, quoi. Pauvre gars. Regardez-moi ça. Ici, c'est plus tendu, je trouve. C'est un petit peu plus serré que tout à l'heure entre Ballerini et Nizzolo. Là, Jakobsen-Stuyven, plus tendu. Victoire, moi je dis c'est la mafia. Hein. C'est la mafia. On est une vraie mafia et voilà, bah c'est comme ça. On gagne. Non mais blague à part, regardez, là encore c'est hyper discutable. Franchement, je veux pas essayer de justifier cette victoire. Pour moi, on a perdu. Mais bon, bref, voilà, c'est comme ça. Jean Almeida et ses plus de 5 minutes d'avance. Va-t-il se comporter honorablement au cours de l'étape 20 ou sera-t-il obligé de lâcher? En tout cas, ce qui est bien, c'est que son petit rhume est passé. Il continue à bénéficier de formes du jour relativement clémentes, malgré sa fin de pic. C'est à noter. Et bon, il y a le paramètre moral, il y a le paramètre objectif qui rentre en jeu. Et pour un peu que la météo lui convienne, il y a comme ça tout de suite des petits paramètres en plus qui peuvent expliquer tout ça. C'est les spirales positives, en fait. On retrouve un petit phénomène de spirale positive qu'on avait finalement abandonné sur PCM 20 et qu'on connaissait auparavant, même si je trouvais que il est dommage d'avoir supprimé, vous savez, les bonus qui étaient liés à une performance exceptionnelle du coureur. Pour moi, c'était quelque chose qui devait subsister, parce que je trouvais que ça avait un côté réaliste, que quelqu'un se transcende parce qu'il est en train de faire l'épreuve de sa vie. Je trouvais ça plutôt réaliste, mais ils avaient donc probablement estimé que c'était problématique. Allez, enchaînement de difficultés ici. On se souviendra de l'étape 20 de cette Vuelta comme étant un moment particulièrement dramatique au sein de la Movistar, hein, souvenez-vous. C'est un broglio autour de Miguel Angel Lopez. Moi, j'étais assez triste ce jour-là parce que je trouvais que Miguel Angel Lopez avait tellement bien couru jusque-là. Il avait fait une très jolie Vuelta, il était podium avant cette étape 20. Et puis il y a tout qui s'effondre et même si on
peut juger à un certain niveau la réaction peut-être non professionnelle, certains diront cela en tout cas. Moi j'ai beaucoup d'empathie pour le coureur et je regrette beaucoup que ça se soit passé de cette façon-là. Voilà, bon, j'avais vu l'étape en direct, je vous avoue que j'avais été assez choqué de ce scénario tellement cruel pour Miguel Angel Lopez, avec une première attaque de masse, suivie par Mas, et puis une deuxième par Lopez, à moins que ce ne soit l'inverse, et puis ensuite finalement Mas qui suit la bonne attaque, et puis Lopez qui se retrouve comme un couillon derrière à pas pouvoir rouler, enfin bref. Trop triste, vraiment trop triste. Nous on contrôle, on contrôle, Masnada est là pour contrôler paisiblement les choses. Il y a peut-être moyen de rentrer par contre, cette fois-ci. On n'est peut-être pas obligé de laisser la victoire d'étape à l'échapper. On peut demander par exemple à l'ami Masnada d'intensifier. Devant, il y a Demar qui peut-être sera absorbé, on va voir en tout cas. Allez, Masnada va accélérer progressivement. En plus, on a eu très grand Masnada ce jour-là, plus 5. Almeida, et puis on verra si Remco peut comme ça aider, ou peut-être, qui sait, peut-être jouer un rôle encore plus important. Voilà, on va reprendre donc Alessandro De Marchi ici. Ça craque. Certains sont en train de craquer terriblement dans ce final de cette étape 20. C'est difficile pour Roglic, c'est difficile pour Carapace. Allez, Almeida, fais-nous rêver. C'est pour toi, mon grand. C'est pour toi, si tu te bouges bien. On va essayer d'accélérer très calmement, puis de sprinter. Oh, Roglic. Oh, il est en train de nous la faire à l'envers, Roglic. Oh là là, qu'il est fort ce Roglic. Qu'il est fort ce Roglic. Il a bien caché son jeu. J'étais presque certain que ça n'allait plus pour Primoz Roglic. Et en vérité, il a surgi, mais de manière somptueuse. Sur l'emballage final, il est terrible, Roglic. C'est assez réaliste finalement, parce que, à part Pogačar, Roglic, c'est un peu le meilleur puncher de tous les énormes grimpeurs. Enfin, le malheur pour Roglic, c'est qu'il y a toujours Pogačar devant, quoi. Mais sinon, qui tape comme ça sur cette arrivée-là, mes deux coureurs, je trouve ça plutôt réaliste, en fait. Très réaliste. Victoire de Roglic. Deuxième et troisième pour nous. On peut gagner beaucoup d'étapes là-dessus, franchement. On est un peu en demi-teinte sur cette fin de Vuelta. Et en plus avec cette chute de Remco qui est assez calamiteuse. Et on va terminer par le contre-la-montre, voilà, de Santiago de Compostela. Alors là, 32 bornes individuelles pour une solide explication. Et puis pour le prestige de la victoire d'étape. C'est surtout ça. Donc moi, évidemment, après avoir reconnu le parcours avec OJ, qui termine vraiment la Vuelta difficilement, avec Jacobsen, on a déjà une première carte très intéressante à jouer. C'est celle de Rémi Cavagna. Alors, Rémi Cavagna, est-ce son terrain ? Il y a peut-être un peu trop de pourcentage pour que Rémi Cavagna puisse briller parfaitement, vu les notes dont il a été crédité au début de cette partie-là. Un petit peu difficile pour Cavagna, je pense. Mais peut-être sur ce dernier faux plat montant, il aura peut-être son mot à dire. Allons jusqu'au bout tout de même. Premier en plus au deuxième intermédiaire, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Ouf! Pour pas grand-chose, il prend la première place provisoire, et vous voyez, il la perdra très rapidement juste après vis-à-vis de Tobias Ludvigsson. Donc Cavagna déjà, hélas, ne gagnera pas cette étape 21. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais fait partie. Knox et Masnada vont en terminer, mais bon, sans chercher à briller particulièrement, même si Masnada fait quand même un fort joli temps.
top 10 à ce stade-là. Seulement 25 secondes de Geraint Thomas, qui est quand même pas n'importe quoi comme référence. Remco hérite d'une mauvaise forme et Almeida d'une forme neutre à 0. Allez, il va falloir s'employer sur ce dernier contre-la-montre. Carapaz, comment est-il? Roglic, comment est-il? On va avoir des premières indications au premier intermédiaire. Remco, dans quelle disposition est-il? Écoutez, voilà, on va vite savoir. Remco Evenepoel, pas génial au premier intermédiaire. Mais vraiment pas génial. Au chrono 1, donc, on a Luis Leon Sanchez qui fait figure de référence. Roglic n'est pas passé non plus dans les meilleurs. Carapaz, en revanche, nous fait un joli temps. Et on attend Almeida, on attend le chrono d'Almeida. C'est très intéressant, on aura ici une indication déjà pas mal. 12 secondes, il y a peut-être quelque chose à espérer. Carapaz à l'intermédiaire 2, très très bien, où Remco était passé en tête. Almeida qui catapulte le temps à l'intermédiaire 2, donc ça augure bien pour la suite. Est-ce que Remco pourrait pas finalement emballer tout ça dans la dernière partie de ce contre-la-montre? On va voir ça tout de suite. Allez Remco, un petit effort mon grand, pour terminer cette Vuelta en beauté, là, ce serait tellement génial. Ah là 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 là, et non, 21 secondes, 9ème, ça le fera pas. Richie Porte qui tient le meilleur temps provisoire. Roglic, 26ème, 57, il est fichu le pauvre Primoz là-dessus, il a un peu éclaté. Carapaz qui vient 11ème à 23 secondes. Tous les espoirs sont sur Joan Almeida pour essayer, oui, de prendre cette victoire et de belle manière. Il va comme ça s'imposer sur le contre-la-montre finale de cette Vuelta. Ah, ça, c'est une belle victoire pour le Portugais qui scelle ici définitivement sa domination. Je suis content parce que Remco revient sur le podium tout de même grâce à un contre-la-montre honnête. Mais après, Almeida était un petit peu dans une autre dimension sur ce coup-là. Les maillots annexes. Brambilla pour la montagne. On aura également Roglic à égalité avec Almeida pour le classement par points. C'est énorme, hein. Fallait le faire. L'égalité à 224 points, c'était assez marrant. Meilleur jeune, bon, ça, il n'y a pas de doute, on le savait déjà. Et le classement général par équipe, ok, très bien. Almeida, donc, s'impose sur cette Vuelta. Ça vient ponctuer une saison en tout point remarquable. Elle n'est pas vraiment finie, sa saison. Il va encore s'aligner en Lombardie. Il y a eu un Giro de gala, une Vuelta un peu heureuse pour lui. Et puis il y avait eu des contributions assez sympas. J'avais beaucoup aimé la 3e place en Catalogne, qui était significative, parce qu'on s'était vraiment arraché, sans pic de forme. Tour des Alpes, après il y a pas mal de victoires, y compris sur des courses entre guillemets mineures. C'est une très très belle saison pour Almeida. Et dans le même temps, pour Remco Evenepoel, c'est une bonne saison. Honnêtement, il y a 2 fois podium sur un grand tour. À chaque fois, il y a 2 victoires d'étape à la clé. Il y a eu un petit peu plus tôt dans la saison, il y avait eu victoire sur Paris-Nice, qui n'était pas non plus à jeter, celle-ci. Et puis, pour le reste, voilà, c'était un petit peu plus discret. Mais les deux faits principaux, enfin les 3 faits principaux, c'était quand même troisième, premier. Je retiendrai ça de sa saison qui était intéressante. Vous voyez, quand on fait le comparatif, j'en parlais tout à l'heure, comparatif entre les fatigues, il est à noter qu'Almeida a une fatigue qui n'a même pas explosé pendant la Vuelta, alors que celle de Remco a explosé. Et moi, j'ai cherché des explications en fait. Je ne comprenais vraiment pas à quoi était-ce dû.
et fini par me... Bon, j'ai regardé un petit peu mon petit panneau des objectifs aussi, hein, où je me suis rendu compte que, ben ouais, en fait, la coupure pour l'un était intervenue une semaine avant l'autre. J'avais fait couper de mémoire Remco, que je dise pas de bêtises, je l'ai fait couper, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite, je ne vais pas dire de bêtises, parce que c'était il y a un certain temps tout de même. En tout cas, voilà, pour moi, la vérité, elle se situait soit sur l'un, soit sur l'autre des deux programmes. Et on va s'apercevoir que ouais, ben la vérité, elle se situe là. Voilà, vous me demandiez il y a quelques temps de montrer quelques planifs. Ben, je pense qu'il fallait mettre une coupure avant le tour du tas. Coupure vraiment, hein. Et ensuite, à bloc, pour essayer de faire une grosse Vuelta. Et ça a parfaitement fonctionné. Et en revanche, la coupure était beaucoup moins bien sentie pour Remco Evenepoel. Voilà, à méditer. Planification, toujours un truc un peu spécial, hein, quand même, sur cette version-là du jeu. Donc, bah écoutez, il y a des courses d'un jour qui nous attendent à l'avenir, avec les championnats d'Europe. On aura Québec-Montréal, bien évidemment. Sachant que c'est le même jour, attention, les Europes et Montréal, donc il y aura peut-être des petits bugs de participation, il va falloir s'ajuster. On ira évidemment du côté de la citadelle de Namur quelques jours plus tard pour le Grand Prix de Wallonie, hein, bien évidemment. On n'oublie jamais le Grand Prix de Wallonie si on joue avec des Belges. Puis après, championnat du monde, et on n'oubliera pas le petit enchaînement entre la Coppa dell'Emilia et compagnie, hein. Après, passage obligé pour moi, c'est Milan-Turin, Tour de Lombardie, et je m'aperçois avec désarroi que je n'avais pas pensé à mettre Paris-Tour. J'ai pas envie d'éditer. Donc, exceptionnellement, il n'y aura pas Paris-Tour sur cette fin de saison. Voilà, c'est comme ça. On fera mieux une prochaine fois. Je vous dis à plus, bye bye.